Bonjour, moi je suis Charles Besson, en charge du Social Insight et de l'Insight par l'intelligence artificielle chez L'Oréal. Bonjour à tous, moi c'est Fabrice Henry, je m'occupe du bureau de Paris de la société Artefact. Donc Artefact en deux mots, nous ce qu'on adore faire c'est résoudre des problèmes business avec de la data et de la technologie. Du coup, je vais vous en dire un peu plus sur L'Oréal, peut-être. Donc, L'Oréal, c'est le premier groupe de cosmétiques au monde. L'Oréal, c'est 86 000 collaborateurs dans 140 pays. C'est plus de 40 marques. C'est un programme de RSE qui s'appelle Sharing Beauty with All, qui est un programme qui grandit chaque année. Et puis, c'est 505 brevets déposés en 2018. D'accord. Et du coup, tu nous en dis un peu plus sur les marques de L'Oréal. En fait, comme je disais, donc il y a plus de 40 marques. Dans les marques, on va retrouver des marques qu'on connaît forcément très bien, que ce soit L'Oréal Paris, Lancôme, Garnier, Yves Saint Laurent. Il y a aussi pas mal ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a pas mal de franchises qui sont parfois plus connus du consommateur que la marque elle-même. Je pense à Ambre Solaire, Ultra Doux, je pense à Elnet. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont quelque part iconiques parce qu'on a tous déjà eu une bouteille d'Ultra Doux à la camomille dans une salle de bain. On a déjà tous vu une laque Elnet dans, pareil, la salle de bain de ses parents ou de ses grands-parents. Et aujourd'hui encore des plus jeunes. Donc c'est quand même beaucoup de choses très innovantes qui sont restées, qui sont devenues transgénérationnelles. Ce qu'on peut dire aussi en plus, c'est que derrière ces choses-là, il y a des anecdotes. Par exemple, Eugène Schoeller, qui est le père de Liliane Bettencourt et le fondateur de L'Oréal, il était passionné de bateaux. Et du coup, il s'est dit, il faut que je trouve une bonne protection solaire. Il n'en a jamais trouvé. Et il a fait créer par ses équipes Ambre Solaire, par exemple. Mais on retrouve ça dans des choses beaucoup plus récentes. Par exemple, si on prend Colorista de L'Oréal Paris, qui est des solutions de coloration, de couleurs un peu fun, on va avoir 3 technologies qui vont être une coloration de quelques heures, de quelques jours ou quelques semaines. Et on a, grâce au social listening, écouté les consommateurs pour essayer de comprendre quelles étaient finalement les couleurs qu'on voulait se mettre pendant quelques jours, quelques heures ou quelques semaines. Et c'est comme ça que finalement, en travaillant avec le social listening, mais avec nos laboratoires pour comprendre quelle pigmentation on pouvait créer, qu'on a pu savoir, forcément quand on met un rose sur des cheveux, on n'a peut-être pas envie que ce soit le même rose quelques jours, quelques heures ou quelques semaines. Et du coup, les enjeux innovation pour un groupe comme L'Oréal, tu nous en dis plus? L'Oréal, ça a toujours été une boîte innovante. Je pense dès sa création, c'est l'ADN de la boîte. Je pense qu'il y a une sorte de quête de l'innovation, de réinventer son business, réinventer ses marques. C'est une obsession, l'innovation là-bas. Un des CEO de L'Oréal a dit, François Dalle, a dit un jour saisir ce qui commence. Et je trouve que cette phrase, elle est hyper juste parce qu'elle correspond à la philosophie de la boîte, mais au-delà de ça, elle correspond à la philosophie du projet qu'on va présenter aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment dans cette logique de saisir ce qui commence. On a vu nos marques, on a parlé des marques, etc. Mais on a des produits de luxe, on a des produits plus accessibles grand public, on va avoir des produits plus professionnels qu'on va retrouver dans les salons de coiffure, qu'on va retrouver dans les instituts. On a des produits qui répondent à des pathologies qu'on va retrouver en pharmacie, en parapharmacie. Du coup, tout ça, ça couvre toutes les catégories, que ce soit le soin de la peau, le maquillage, le soin du cheveu, la coloration, la fragrance, l'hygiène, tout ça. Donc il y a ce besoin d'innovation. On est riche de L'Oréal Recherche Innovation, de nos laboratoires, de nos partenaires, qui sont aujourd'hui ceux qui mettent l'innovation dans la stratégie. Donc, in fine, quand on a tout ça, il faut qu'on avance. On a la chance d'avoir un CEO aujourd'hui, Jean-Paul Agon, qui a dit en 2018 à Vivatech, on veut devenir la #1 beauty tech compagnie. Et aujourd'hui, finalement, entre le département prospectif Consumer Intelligence, le département digital et l'IT qui vient de créer la L'Oréal Beauty Tech Accelerator, on est dans cette logique de mettre de l'innovation technologique à l'intérieur du groupe. Et L'Oréal Beauty Tech, c'est déjà ce qui a permis à notre projet d'être accéléré tel qu'il a été accéléré. Mais la Beauty Tech de L'Oréal, c'est aussi et surtout sélectionner des projets internes innovants qui vont être incubés et accélérés.
Donc du coup, c'est une chance de pouvoir être doté de tout ça. Alors après, bien évidemment, on va retrouver tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit nos marketeurs, que ce soit encore une fois le digital, la consumer intelligence, qui va vraiment aller nous aider à trouver, l'innovation. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je pense que toutes les entreprises sont concernées. On a le consommateur, on n'est plus dans les années 90-2000. Le consommateur, il est là pour choisir. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, finalement, on produisait un shampoing, un produit, on disait, bah voilà, t'as ça et c'est tout. On ne peut plus faire ça. Déjà parce que les consommateurs sont informés, ils savent où acheter, il y a les internets qui nous permettent de pouvoir avoir accès à tout et n'importe quoi, d'un produit le plus niche pour une routine extrêmement complexe à un produit grand public mais moins cher ailleurs. Il faut qu'on arrive à se réinventer parce que le besoin de nos consos, c'est finalement eux quelque part qui vont créer ou co-créer quelque part nos produits de demain. Donc on a le social listening jusqu'à présent et c'est quelque chose, et je ne vais pas dire l'inverse, qui est très important, il faut l'installer, il faut continuer. Mais on s'est dit qu'avec la masse de données publiques qu'on pouvait avoir et ce grand mot qui est l'intelligence artificielle, il fallait certainement faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut inventer une boule de cristal algorithmique qui nous dira ce qui va se passer demain? Et on s'est dit, on veut ça, on a réfléchi, on a fait un brief, on te l'a envoyé, enfin on l'a envoyé à plusieurs personnes, et après avoir effectivement consulté pas mal de gens, on est parti avec Artefact, et pour avoir cette boule de cristal algorithmique. Yes, et du coup, effectivement, je me souviens, c'était fin 2018, on a reçu ce brief de L'Oréal. Donc en gros, le brief posait deux questions, il disait... 1. Est-ce que l'intelligence artificielle permet de détecter les tendances consommateurs et donc de prédire les produits qui vont marcher dans le futur? Et 2. Si vous pensez que oui, faites-nous un prototype pour nous prouver que ça marche sur le marché du skincare aux US. Donc, on a reçu ce brief, on s'est réunis chez Artefact avec les lead tech, etc. Et on s'est dit deux trucs. D'abord, on s'est dit, c'est hyper cool, c'est un sujet super excitant. Après, on a réfléchi un peu et on s'est dit, en fait, c'est hyper dur. Pour que ça marche vraiment, c'est hyper dur. Et du coup, voilà. Alors, parce qu'en fait, Artefact, on a l'habitude, nous, d'utiliser la data pour traiter des sujets marketing. Donc, marketing digital, il y a énormément de sujets avec la data. Donc, on travaille beaucoup sur les trucs classiques en marketing digital, c'est de faire améliorer l'efficacité des pubs avec du ciblage, de la personnalisation, améliorer l'efficacité des sites de e-commerce avec les moteurs de reco, les moteurs de recherche, etc. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ambition de L'Oréal, le projet de L'Oréal est quelque chose de vachement plus ambitieux. C'est vraiment la question à 10 millions de dollars, c'est qu'est-ce qui va marcher dans le futur? Et c'est le Graal espéré de tout marketeur. Donc, comme on trouvait ça hyper cool et hyper dur, on s'est réunis, on a beaucoup réfléchi, et on a commencé à se poser plein de questions sur les tendances. En fait, ça rejoint ce que disait Charles sur le message de France Adal, c'est saisir ce qui commence. On s'est dit, en fait, bon, ok, évidemment, dans le digital, vous allez voir que Kim Kardashian met un nouveau rouge à lèvres et que du coup, le lendemain, tout le monde se met à acheter la même couleur, etc. Mais le vrai sujet, c'est que, en fait, là, c'est beaucoup trop tard. En fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, Kim Kardashian met ce rouge à lèvres là? Donc voilà, ça, c'est une grande question qu'on s'est posée. Ensuite, on s'est posé d'autres questions. On s'est dit, une fois que la tendance a commencé à naître quelque part, comment elle se propage? Comment elle se propage par géographie, comment elle se propage par communauté. Et puis on s'est dit, en fait, si on veut que ça marche, il va falloir qu'on entraîne des algos sur des grosses quantités de données. Et quels sont les grands gisements de données, que ce soit du YouTube, du Instagram, du Facebook, etc. On va pouvoir, des blogs, on va pouvoir extraire énormément de données pour entraîner des algorithmes. Et en se posant toutes ces questions-là, on a trouvé des approches sur chacun des sujets pour proposer donc une approche à Charles. Et c'est comme ça qu'on est parti ensemble. Donc c'est là où on a créé Trendspotter. Créer ensemble, main dans la main. Je le dis comme ça parce que pour moi, c'est vraiment de la co-création. C'est vraiment... c'est les équipes L'Oréal et les équipes Artefact qui ont travaillé ensemble. Pourquoi? Parce que quand on part dans un sujet aussi innovant que ça, aussi inédit, s'il n'y a pas de confiance, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut ouvrir à notre partenaire, à vous en l'occurrence, des informations qu'on ne partage pas forcément. Donc, qu'est-ce que c'est le process d'un développement produit? Quels sont nos enjeux stratégiques dans les catégories? Comment on réfléchit pour trouver les bonnes tendances au bon moment, etc. Et je pense que ce process de co-création, il a été très fort entre nous, tout de suite. Il nous a permis de pouvoir aussi co-créer directement avec ce qu'on appelle des super users, c'est-à-dire des ambassadeurs identifiés directement les marques, directement chez L'Oréal Innovation, Recherche Innovation, dans les divisions, enfin tout au long en fait d'un processus de création produit. On les a identifiés pour
co-créer ensemble, parce que tout à l'heure, juste avant, je parlais de la co-création avec des consommateurs, ce phénomène de consumer centricity. Dans ce projet Trendspotter, on est là pour apporter de la consumer centricity, mais on est aussi là pour créer un projet qui soit employé-centrique. Dans le sens où je pense que dans toutes les sociétés aujourd'hui, on a accès, et on a la chance d'avoir accès à énormément de logiciels, énormément d'outils, énormément d'informations. Il faut que ça soit actionnable tout de suite, il faut que ça soit compréhensible, lisible, etc. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de leur donner. Et c'est pour ça que très tôt dans le process, on a décidé ensemble de mettre des gens directement en espèce de jalonnage du projet pour avoir les feedbacks, pour modifier, pour le truc du test and learn classique, vraiment d'ajouter des fonctionnalités, mettre du contexte, essayer de le rendre plus liant. Donc c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Il y a forcément une logique d'adoption du produit. On arrive avec un truc qui est un peu innovant, etc. Donc il va falloir convaincre. Et pour convaincre, du coup, on s'est dit on va s'inspirer de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on développe des produits, il y a toute une recherche qui est faite derrière. Il y a tout le travail manuel en fait qui est fait aujourd'hui par les équipes en interne. Il fallait le mettre dans une machine, voilà, tout simplement. Et alors une fois qu'on a dit ça, c'est super, mais quid du top management qui va te dire mais alors attends, tout cet argent pour aller quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup il a fallu qu'on essaye d'expliquer le process, mais de le prouver finalement. Et pour le prouver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un MVP, on a fait un pilote, comme tu le disais, sur la data US en skincare. Et pendant du coup 1 an, on a vérifié ce qu'on était en train d'avancer. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire monter à bord le top management, arriver à ce qu'ils nous sponsorisent pour la suite. Et c'est aussi comme ça que les portes de la Beauty Tech Accelerator nous ont été ouvertes. Et c'est de là qu'on a commencé à penser pilote versus un produit. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans la logique, je ne sais pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, on est dans la logique de développer un vrai produit versus le MVP qu'on était en train de faire avant. Donc voilà, donc maintenant peut-être tu peux nous en dire plus sur ce projet qu'on ne cite pas depuis tout à l'heure. Donc le projet, effectivement, Trendspotter, évidemment on ne peut pas tout dévoiler, mais quelques grands principes quand même pour comprendre comment ça marche et quels sont les grands enjeux. En fait, si on simplifie un peu le truc, Trendspotter s'est organisé autour de 3 grandes fonctionnalités qu'on a appelées Predict, Detect, Predict, Illustrate. Donc si je zoome un petit peu sur chacune, le sujet du Detect, en fait, c'est là vraiment où l'on va extraire un grand nombre de documents, des signaux faibles qui sont pertinents dans le contexte de la beauté. Donc concrètement, comment ça marche? On a fabriqué une grosse machine qui est capable d'ingérer des millions et des millions de documents. Et sur cette grande base de documents, on a des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de Natural Language Processing, donc qui vont pouvoir extraire des signaux faibles, donc extraire des mots-clés, qui sont pertinents dans le contexte de la beauté et qui sont rares, qui n'existaient pas avant, qui sont en train d'apparaître. Et du coup, voilà, c'est là où on a commencé à comprendre en fait tout ce qui peut exister autour du skincare, donc des routines de double cleansing par exemple au Japon, des ingrédients comme l'aloe vera, etc. Et puis surtout, on a compris toutes les communautés qui gravitent autour, tous les gens qui en parlent. C'est vrai qu'on a découvert qu'il y avait des gens qu'on ne connaissait pas, des dermatos digitaux, des gens qui s'appellent des facialistes, des hairstylistes, etc. qui sont des gens qui effectivement sont très loquaces sur les réseaux sociaux pour parler des produits, des ingrédients, des textures, etc. Donc ça, c'est la première étape. Donc Detect, et une fois qu'on sait un peu, qu'on a détecté des choses un peu anormales, nouvelles et pertinentes dans le contexte de la beauté, le but c'est de savoir si ça va marcher. Donc est-ce que c'est un petit buzz ponctuel et ça va faire flop dans 2 mois? Est-ce que c'est quelque chose qui va exploser? Est-ce que c'est quelque chose qui va croître lentement mais sûrement? Et c'est là du coup qu'on a entraîné d'autres types d'algorithmes qui sont des algorithmes de machine learning un peu plus classique, on va dire, mais qui se base sur des variables prédictives qui, en comparant d'autres exemples du passé, ont montré que ça prédisait que la tendance allait croître, comme le nombre de mentions, le score d'engagement, la co-occurrence d'auteurs qui en parlent, la tendance sur ces co-occurrences par exemple. Et on a eu des très bons résultats sur la capacité à savoir si le bruit social en fait allait croître sur telle ou telle tendance. Et enfin, le dernier enjeu, c'est ce qu'on appelait la partie Illustrate. À la fin, donc effectivement, le seul enjeu, c'est pour L'Oréal, c'est les équipes marketing de L'Oréal, c'est l'adoption. L'enjeu de Charles, c'est de faciliter l'adoption. Donc ça là, effectivement, comme disait Charles, on a bossé vraiment en feedback loop assez courte avec avec un grand nombre de bêta-testeurs des équipes marketing pour comprendre de quelle manière ils voulaient travailler avec cet outil.
Et du coup, c'est là qu'on a construit un certain nombre de visualisations qui permettent de voir d'une part la puissance de la tendance, donc son score d'énergie, sa courbe, etc. Des éléments qualitatifs autour de la tendance. On a fait pas mal de ce qui s'appelle de sentiment analysis pour savoir si les tendances sont plutôt positives ou négatives. Il n'y a pas que du positif. Je sais pas, vous avez plein de tendances, par exemple autour du sulfate. Ils disent les gens n'aiment pas avoir du sulfate dans leur shampoing, donc il y a justement réciproquement des tendances positives de shampoing sulfate free qui émergent. Et puis après, effectivement, beaucoup d'éléments de contexte. À la fin, il faut se mettre dans la peau du marketeur qui, in fine, sera toujours celui qui crée, mais qui a besoin de comprendre mieux sa tendance. Donc on a tout ce qui est les marques qui en parlent, les auteurs qui en parlent, les articles, les visuels représentatifs. On a permis de faire émerger tout ça dans l'interface de l'outil. Et du coup, on a maintenant un produit qui est en version bêta, qui est utilisé par L'Oréal. En version bêta, exactement. Alors, aujourd'hui, moi, je suis hyper content. Hein. C'est-à-dire qu'on a un outil qu'on a lancé donc en version bêta auprès d'une 50aine d'utilisateurs. Nos utilisateurs qu'on appelle les super users dont je parlais tout à l'heure, qui sont ceux qui nous ont accompagnés depuis le départ pour essayer vraiment de construire cet outil avec nous. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de continuer à tester avant le lancement officiel. Parce qu'il y a toujours forcément des choses à régler, il y a toujours des contextes à mettre, des fonctionnalités qu'on a pensé utiles, finalement plus, ou alors qu'il faut rajouter. L'idée, c'est vraiment de gagner en connaissance grâce à nos équipes et à l'utilisation. Donc après, il y a tout le process de le faire adopter. On sait très bien qu'il va y avoir un change à manager, c'est-à-dire qu'il va falloir onboarder des gens, il va falloir les former, il va falloir qu'ils y croient. Et finalement, ces super users, ils vont se transformer très rapidement en ambassadeurs. Pour qu'on puisse justement développer ce produit et qu'il soit utilisé au quotidien. Il y a une logique aussi que l'outil puisse vivre de lui-même, c'est-à-dire c'est un outil qui ne vit pas tout seul parce qu'il a besoin d'humains et notre logique ça a jamais été de remplacer nos marketeurs, ça n'a jamais été de remplacer nos consumer intelligence des études, ça n'a jamais été de remplacer les laboratoires, jamais. L'idée c'est de pouvoir offrir à tous ces talents une béquille, une aide augmentée, une façon de pouvoir avoir accès à une information plus rapidement, de pouvoir la spotter, parce que finalement l'ADN de cet outil, comme tu l'as dit, c'est vraiment détecter et prédire. Et au final, c'est l'idée de se dire, on va leur apporter de l'aide et ils vont être peut-être mieux armés, on va dire, pour pouvoir affronter les tendances de demain. Pour moi, je le vois ce projet comme des Lego, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil peut vivre, à partir du moment où il sera lancé officiellement, il peut vivre tout seul, il peut rester comme ça, avec les problématiques de run qu'il peut y avoir, etc. Mais au final, il peut être en l'état comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il peut être modulable. C'est-à-dire que dans 6 mois, 1 an, 2 jours ou dans 3 ans, si on a envie d'ouvrir le périmètre à d'autres catégories, d'autres pays, si on a envie d'ajouter des fonctionnalités, c'est des briques qui sont possibles. Et aujourd'hui, c'est pas le but. On va d'abord partir avec cet outil-là. Mais connaissant L'Oréal et son envie d'aller plus loin, d'aller dans l'innovation, etc., je pense qu'on n'est pas loin d'agrandir le scope de cet outil. Donc voilà. Donc mes next steps pour moi, effectivement, ça va être le lancement, l'adoption. C'est déjà hyper rassurant d'avoir tous les feedbacks hyper positifs qu'on peut recevoir et c'est important. Là, ça va être aussi de lancer un produit grâce à Trendspotter, de voir à quel point cet outil va nous aider à réduire ce time to market qui est aujourd'hui hyper important. Et voilà. Et si je dois dire un mot pour conclure, il y a je pense que cette société, cette entreprise L'Oréal, elle est passée par la transformation, l'accélération, l'innovation, je pense que dans tous les domaines, et aujourd'hui ça se passe dans le domaine de la data, plus que jamais c'est au cœur de ce qui se passe au quotidien chez nous. Et je pense que la machine et l'humain sont clairement liés depuis maintenant quelques temps. Et je suis assez content de voir ce projet arriver. Et je suis assez content d'en faire un peu partie. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi le lancement?
Pour le coup, le lancement aujourd'hui donc c'est lancé en bêta et le lancement normalement c'est fin d'année. C'est ce qui est prévu en couvrant toutes les catégories avec le scope de pays qu'on avait décidé dès le départ. Donc voilà. Voilà, on a pas mal bossé sur tout ce qui était. On a travaillé au début sur du langage anglais, et puis du coup on a passé pas mal de temps les derniers mois à transposer ça dans d'autres langages. Puisque après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la propagation des tendances sont des phénomènes un peu mondiaux. Donc ça ne peut pas être appréhendé zone par zone. Et du coup, plus on ajoute de pays, plus on comprend des mécanismes de propagation entre zones. C'est aussi pour ça qu'on avait choisi cette catégorie qui était le skincare, c'est que au final, c'est une catégorie qui est de plus en plus poreuse entre les autres catégories, qui inspire d'autres catégories. Et on s'est dit, avec cette base là, on va pouvoir justement capitaliser sur ce qui est construit, quoi. Il y a d'autres questions, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est. Yes. Sur la stack outil, je ne sais pas où on peut le partager. Ouais, c'est plutôt sur une stack. Alors il y a plein d'outils open source, mais le sous-jacent principal c'est la Google Cloud Platform, donc la stack Google. Voilà. Il y avait des points sur les KPI. Tu veux en parler? Les KPI, ça c'est le sujet. Non, mais c'est un sujet qui est rigolo parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir voir quels KPIs on peut inventer pour mesurer ça. Ça va pas être facile, clairement. On est en train d'y réfléchir. Ce qu'on se dit, c'est que si on arrive déjà à faire gagner du temps à nos marketeurs, à nos laboratoires, c'est déjà finalement un peu un succès. Donc ça, c'est cool. Au-delà de ça, on est en train effectivement de réfléchir à une grille de KPIs, de mesures de réussite et à combien TrendSpotter a participé pour le lancement d'un produit. Voilà, c'est un peu. Et si on remonte un tout petit peu la chaîne de temps, il y avait effectivement, derrière, in fine, il y a les KPI de business et d'adoption, et de manière intermédiaire en KPI technique, on a évidemment travaillé sur des métriques de ce qu'on appelle le forecast accuracy, qui est justement de prédire à quel pourcentage on était bon dans la prédiction de la tendance à différents horizons de temps pour juger de là où on était et progresser petit à petit. Bien, merci beaucoup.